l'hiver dans leur cabane, la réalité peut être très dure. Avec les homicides sexuels infantiles et 3 tueurs en série, cette affaire est l'une des plus marquantes. Je m'appelle Jim McCann et pendant 28 ans, j'ai fait partie de la police d'État de l'Alaska, principalement affecté au poste de Fairbanks. J'ai grandi dans l'État de New York avec un père policier. J'ai déménagé en Alaska et j'y suis resté. Ça fait 50 ans. J'aime cette région. L'Alaska est la zone la plus septentrionale des États-Unis. Et comme beaucoup de gens cherchent cet isolement, ça attire parfois des personnes peu fréquentables qui font augmenter le taux de criminalité. C'est très dommage. Je m'appelle Don Tidwell. Je suis né à Northridge, en Californie, où j'ai vécu pendant environ 9 ans, avec mes sœurs et mes parents. On s'aimait dans notre famille. On passait beaucoup de temps ensemble. On était très proches. Ma sœur Deb était un feu follet. Pendant l'enfance, c'était une vraie tornade. On pratiquait la randonnée, la pêche. On allait dans les Rocheuses. On marchait jusqu'au lac de haute montagne et on pêchait beaucoup. Et à l'époque, on se chamaillait comme des gosses. Mais je l'aimais, c'était ma sœur. Bien plus tard, j'ai craqué pour l'Alaska. Je vivais en Alaska depuis peut-être 8 ans et je faisais construire ma maison à Big Lake. Quand j'ai appris que Deb, ma sœur aînée, avait de gros problèmes avec son ex-mari. On a un peu parlé et je lui ai proposé de me rejoindre. Elle l'a fait. Elle est montée et elle est restée chez moi pendant presque 2 ans. Elle a trouvé un bon poste dans une grande entreprise d'électricité. Elle aimait le contact avec la clientèle. Elle a même appris les bases du langage des signes pour aider les malentendants. Elle a loué un appartement quelque temps avant d'acheter une maison. Mes relations avec Deb étaient excellentes. Elle aimait l'Alaska à la folie. Elle profitait de chaque instant. C'était son élément. Elle faisait beaucoup d'activités en extérieur. Elle pêchait le saumon. Je crois qu'elle aimait l'isolement et pouvoir s'éloigner des gens. Ça lui plaisait de manger par ses propres moyens, de trouver sa nourriture. Elle a fréquenté plusieurs hommes, puis elle a rencontré Rick Berry. C'était un électricien qui équipait des maisons neuves. Ça collait entre eux. Il était costaud et c'était un gars du cru qui avait toujours vécu en Alaska.
Rick avait l'esprit de compétition. Sur la motoneige, il voulait toujours être le premier, le meilleur. Avec un tel état d'esprit, il n'était pas apprécié de tout le monde. Il dégageait une sorte de, pas d'arrogance, mais plutôt de l'assurance. Il n'hésitait pas à exprimer ses opinions. Et si ça gênait ou énervait quelqu'un, il s'en fichait. Je sais que certaines personnes ne l'aimaient pas. Je suis Robin Barefield et j'écris des romans au cœur de l'Alaska. Mon podcast s'appelle Meurtre et mystère sur l'ultime frontière. Je m'inspire des crimes les plus atroces et célèbres de l'Alaska. En Alaska, 50% des femmes ont déjà subi des violences domestiques, sexuelles ou les deux. 2 fois plus de personnes disparaissent ici que dans le reste du pays. Des gens partent en forêt et ne reviennent pas. Cette affaire fait partie de celles auxquelles j'ai d'abord eu du mal à croire. C'est un drame vraiment terrible. Ce que j'ai appris sur Rick Berry m'a beaucoup plu. C'était un vrai Alaskien. Il avait toujours vécu en Alaska, sauf quand la Navy l'avait envoyé 2 fois au Vietnam. Il avait juré de ne jamais se marier, mais son cœur a fondu pour Debbie. Après 8 ans de vie commune, ils se sont mariés en 1995. Quand Rick et Debbie se sont mariés, ils avaient une cabane. Ce coin s'appelait Chulitna, en référence à la rivière éponyme qui coule dans la vallée. C'était à 130 ou 140 km de leur maison de Big Lake. Ils y allaient le plus souvent possible. À chaque vacances, ils amélioraient l'endroit. Ils envisageaient de s'y installer quand ils seraient tous les deux à la retraite. Le train y passe, mais c'est tout. Et il ne s'arrête que s'il voit quelqu'un qui lui fait signe à côté de la voie, ou s'il sait qu'un passager souhaite y descendre. C'est un peu un arrêt facultatif, c'est vraiment ça. La cabane de Rick et Deb se trouve à une 12aine de kilomètres de la voie rapide. On laissait donc les véhicules au niveau de la gare. Elle est un peu en hauteur par rapport à la voie ferrée, peut-être à 500 mètres, à flanc de montagne. Je rentrais tout juste du Memorial Day quand j'ai reçu un coup de fil d'une collègue de Deb qui m'a dit que personne n'avait de nouvelles de Rick et Deb depuis vendredi. Deb n'était pas venue au bureau, ce qui lui ressemblait pas. C'était pas son genre de s'absenter du travail sans prévenir. Elle m'a demandé si je pouvais me rendre à leur cabane. Parce que tout le monde était inquiet pour eux. Je sais qu'ils avaient eu affaire à des grizzlies. Ils avaient même un fusil dans les latrines. J'ai mis un quad à l'arrière de mon 4x4 et j'ai roulé vers Chulitna. Ils avaient même un fusil dans les latrines. J'ai mis un quad à l'arrière de mon 4x4 et j'ai roulé vers Chulitna. Une fois à la gare,
j'ai descendu le quad et j'ai foncé vers leur cabane parce que la nuit commençait à tomber. J'ai fini par arriver sur place. Quand j'ai ouvert la porte, les chiens ont jailli, comme s'ils avaient très peur de quelque chose. J'ai vu que Rick n'était pas là. À l'intérieur, il y avait une bière sur la table, comme si quelqu'un l'avait posée là avant de sortir, comme si c'était brièvement absenté. Rick allait toujours chercher Deb à la gare. Il ne l'aurait jamais laissée toute seule près de la voie ferrée. Voyant l'heure tardive, il était peut-être parti précipitamment. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Pour moi, ça n'avait aucun sens. Pourquoi les chiens étaient enfermés? Pourquoi des aliments étaient sortis? Et leur quad n'était pas là? Je me suis dit, il y a un truc bizarre, mais quoi? C'était incompréhensible. Je commençais à sentir la panique me gagner. Personne n'avait parlé à ma sœur depuis le vendredi 23 mai et on était le mardi 27 mai. Je voyais que ça, un problème d'ours. Il y en avait un pas farouche dans le coin. Même quand il les voyait, il n'avait pas peur et il s'enfuyait pas. Je me répétais, ils sont partis. Chasse donc tes idées noires. Ma priorité, c'était de les retrouver. Et je pensais qu'à ça. Pour aller à la cabane, il faut longer la voie ferrée. Alors j'ai ouvert les yeux. Mais la nuit tombait. Et il n'y a pas grand monde là-bas. La cabane de Patty et Charlie, des amis d'Eric et Deb, était pas très loin. Mais comme il n'y avait pas de lumière, j'ai su qu'ils étaient absents eux aussi. Je suis arrivé chez Paul Stavenyord, qui surplombe la voie ferrée, un peu sur la gauche, 5 km plus à l'est. Sa cabane était éclairée. J'ai frappé à sa porte et on a discuté. Je lui ai demandé s'il avait vu Rick et Deb. Il m'a répondu que non. Je lui ai expliqué qu'ils avaient disparu et que je les cherchais. Il a dit que s'il les voyait, il leur dirait. Il faisait presque nuit quand je suis revenu à la cabane. Je suis monté à l'étage et je me suis allongé dans un coin, au fond. Mais j'ai pas réussi à fermer les yeux et à m'endormir. J'étais au bout du rouleau et j'ai dû faire une nuit blanche. Quand je me suis levé au petit matin, je pensais encore qu'ils avaient eu un problème en allant à Portage, peut-être à cause d'un ours. J'ai fait une douzaine de kilomètres. Le terrain est très difficile là-bas. J'ai grimpé dans la neige, mais j'ai vu aucune trace de quad. Donc ils n'étaient pas passés par là. Sur le chemin du retour, je suis tombé nez à nez avec Stavenyord, qui m'a alors proposé de m'aider à les chercher. On a inspecté les sentiers de haut en bas, en cherchant à comprendre où ils étaient. Mais on n'a rien trouvé. Rien. Je suis retourné à la cabane. Je savais qu'ils communiquaient beaucoup par radio.
Ils avaient des amis un peu plus à l'ouest. Ils m'ont informé que des cheminots avaient aperçu un quad dans le ruisseau Pass Creek. Entre Pass Creek et la cabane de Rick et Deb, je dirais qu'il y a 6 kilomètres, peut-être 7. Je suis allé là-bas et j'ai vu un guidon qui dépassait d'un trou. Ils avaient traversé Pass Creek. J'avais l'impression d'être dans une fosse aux serpents. Je suis retourné à la cabane et j'ai contacté la police d'État, les troopers. Ils m'ont dit que quelqu'un allait venir le plus vite possible. Si les grandes villes disposent de leurs propres forces de l'ordre, les troopers, une bien plus petite unité, doivent couvrir tout le reste de l'Alaska. Pour avoir de l'aide, il ne faut pas être pressé. On ne peut pas supposer qu'en appelant la police, elle sera là dans quelques minutes, comme en ville. La plupart du temps, il faut résoudre le problème soi-même, et les agents arrivent ensuite. C'est dur pour tout le monde. Mais ça fait partie de l'Alaska et de la vie en pleine nature. J'ai dû les appeler vers 10 heures. Et vers 14 heures, ensuite j'ai entendu qu'ils se posaient quelque part près de Pass Creek. Alors je suis allé les voir. J'ai vu qu'ils étaient en train de tirer un sac mortuaire. Le trooper m'a dit, « Monsieur Tidwell, vous devriez retourner à la cabane. » J'ai dit, « Alors là, pas question. Qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai vu qu'ils avaient du mal à sortir le sac de l'eau. Visiblement, la victime était un type costaud. L'agent a dit, « Je sais que c'est troublant, mais vous devez repartir. Sinon, je devrais vous arrêter. » J'ai été contacté par notre bureau à Palmer concernant un meurtre dans le secteur de Chulitna. J'ai mis quelques affaires dans ma voiture et je suis sorti du parking. J'ai pris à gauche sur la voie rapide, direction Palmer. Une fois là-bas, je savais que mes collègues n'avaient pas beaucoup d'expérience en matière d'enquête, et encore moins pour une affaire de meurtre. Certains enquêteurs locaux ont avancé l'hypothèse qu'elle avait pris la fuite. Je savais que c'était une possibilité. Un bon enquêteur ne rejette aucune piste. Mais je voulais voir la scène du crime. J'ai alors quitté Palmer et roulé sur 120 km. On s'est rendu sur la scène du crime à une bonne douzaine de kilomètres. L'agent m'a montré où se trouvait le quad, dans le ruisseau, et où ils avaient découvert Rick Berry. Le nom de Chulitna donne l'impression que c'est une petite ville, mais c'est juste un groupe de cabanes et de petites propriétés hors réseau. Les enquêteurs m'ont donné des informations sur les habitants de Chulitna. Aucun d'entre eux n'avait vu Rick et Debbie. Quand j'ai parlé à Don Tidwell, le frère de Debbie, il m'a dit qu'il avait croisé Stavengard et qu'il avait participé aux recherches. Paul Stavengard n'était pas dans le secteur au moment des faits. Il avait roulé en direction de Fairbanks et s'était arrêté dans la petite ville d'Anderson pour un festival de musique.
Il avait joué de la flûte, vendu des instruments et fait des rencontres. C'est un bon alibi. Chulitna et les environs, c'est l'Alaska rural typique. En général, les gens ne posent pas de questions. Ils se laissent tranquilles mutuellement, ce qui peut être une bonne chose, mais parfois, ça ne l'est pas. J'aurais jamais cru que Rick se ferait assassiner. J'ai fini par retourner à la cabane, puis un trooper est venu me parler. Il m'a demandé où j'étais, comment j'avais su qu'il fallait les chercher, ce que j'avais fait ce week-end. Bref, les vérifications de routine. C'était juste pour être sûr que j'étais pas le meurtrier de Rick. Il m'a aussi demandé comment ils s'entendaient. Une question comme « Vous pensez qu'ils avaient des problèmes de couple ?» J'ai répondu « Non, impossible. Ils étaient comme cul et chemise, ils s'aimaient comme des fous. » J'y crois pas une seconde. Pas du tout. J'ai marché un peu dans les environs, histoire de me faire mon opinion sur la potentielle implication de Debbie. D'après les informations que j'avais à propos de leur mariage et de leur bonheur, j'en ai déduit qu'elle était morte, et quelque part par là. Ça ne leur a pas plu parce qu'ils avaient déjà fait une battue, et ils n'avaient trouvé ni le quad de Debbie, ni son corps. Ils avaient alors supposé qu'elle était partie, en fuite. J'ai insisté, son corps est dans la nature. Il faut faire d'autres recherches. Je devais vérifier. En avoir le cœur net. J'ai commencé les recherches moi-même. À la fin, j'étais épuisé, sale et tout mouillé. C'était affreux. Mais je les ai convaincus qu'il fallait organiser une autre battue sans se contenter de chercher l'évidence. Il fallait... Une semaine plus tard, on a trouvé le corps de Debbie. Elle avait elle aussi une balle dans la tête, mais elle était nue à partir de la taille. On a trouvé du sperme sur son corps. Elle avait donc été assassinée et quelqu'un avait eu un rapport sexuel très difficile. Alors je voulais qu'ils ouvrent l'œil. Une semaine plus tard, on a trouvé le corps de Debbie. Elle avait elle aussi une balle dans la tête, mais elle était nue à partir de la taille. On a trouvé du sperme sur son corps. Elle avait donc été assassinée et quelqu'un avait eu un rapport sexuel avec elle. Je m'appelle Ken Goldman et j'étais procureur à Palmer, en Alaska. Le médecin légiste était catégorique. L'acte sexuel avait été violent et douloureux. Qu'elle ait été vivante ou pas, elle en portait les stigmates. Chez tous les assassins sexuels et les tueurs en série que j'ai rencontrés, il y a un fantasme profond et répugnant qui doit être alimenté constamment. C'est une caractéristique chez ces criminels. L'affaire a pris une toute autre tournure. Quand j'ai appris qu'ils avaient trouvé Deb, ça m'a bouleversé, parce que j'espérais qu'elle était vivante. J'espérais qu'elle était partie avec quelqu'un et qu'on la retrouverait. Mais on m'a dit qu'elle avait été découverte dans les bois.
J'étais dévasté. Honnêtement. J'espérais, je pense qu'on garde toujours une petite lueur d'espoir au fond. J'espérais qu'elle était en vie. Après la découverte de Rick, mon cerveau s'est mis à me jouer des drôles de tours. J'étais redescendu dans la vallée, et dès que je voyais une femme avec des cheveux clairs comme ceux de Debbie, je faisais demi-tour et je la suivais en croyant que c'était elle. Et qui s'était trompé de personne. J'étais constamment à l'affût, même si, en fait, toutes les femmes que je croisais devenaient ma sœur. C'est fou ce que l'esprit peut nous faire croire. Un des enquêteurs est venu me voir et il a dit « Don, vous devez arrêter de faire ça. » J'ai dit « Quoi donc ?» Il a dit « Essayez de comprendre ce qui est arrivé à votre sœur et ce qu'elle a pu subir. Parce que vous n'y arriverez pas. Les gens qui commettent ce genre de crimes sont malades. On a des professionnels qui étudient ce genre de criminels. Il a dit, si vous pensiez comme eux, vous seriez en train de tuer des gens. Ces gens-là ne sont pas normaux. Vous ne pouvez pas penser comme eux, ni imaginer ce qu'ils ont fait à votre sœur. Et c'est ce que je faisais. Pendant 3 ou 4 nuits de suite, j'ai pas réussi à fermer l'œil et à m'endormir. Des cheminots qui roulaient dans le secteur le lendemain du meurtre ont vu qu'un jeune homme y avait campé. Ils avaient notamment remarqué les sous-vêtements féminins accrochés en guise de drapeau sur sa tente. C'était un bon suspect. Une piste à approfondir. Je voulais le voir en personne et lui parler. J'ai contacté les médias et demandé l'aide du public lors d'une conférence de presse. Quelqu'un avait-il vu ce jeune homme? Quelqu'un savait-il quelque chose? Gavin Saha s'est livré de lui-même. À ce moment-là, il savait qu'il était recherché. Gavin Saha avait campé au bord du ruisseau où les meurtres avaient eu lieu. Il a décrit le parcours qu'il avait mené jusque-là, ainsi que ce qu'il avait fait. Mais il n'y avait rien de négatif à son sujet, à part les circonstances elles-mêmes, qui étaient très étranges. Monsieur Saha avait accroché des sous-vêtements de femme à un arbre, un peu comme un drapeau. Quand j'ai rencontré Gavin Saha, et la première impression compte beaucoup, il n'était pas du tout nerveux et voulait bien me parler. Ses parents l'avaient emmené depuis Anchorage et une fois sur la voie ferrée, il avait marché jusqu'à Pass Creek pour pêcher. Il était gêné d'avoir exposé les sous-vêtements de sa petite amie, mais on en a parlé ouvertement. Il a dit que c'était pour mieux retrouver son chemin. J'ai dit, je veux votre ADN. Il a dit, d'accord. Monsieur Saha a fourni un échantillon d'ADN qui est revenu négatif. Il a donc été innocenté. Mais il nous a donné l'un des indices les plus précieux de l'affaire. De la fumée sortait de la cheminée de Monsieur Stavenyord. Au moment des faits, Monsieur Stavenyord était censé être loin de là. Il avait menti. Il était bien sur la scène du crime, alors qu'il avait prétendu le contraire.
Il est devenu le suspect numéro 1. J'ai demandé à le rencontrer pour discuter avec lui. Je remontais la voie ferrée et il m'a vu en descendant le sentier. Il était calme et distant, au sens propre comme au figuré. Paul Stavengard avait eu une épouse et une vie de famille. Elle avait divorcé, mais ils étaient restés en bons termes. Paul voulait vraiment vivre seul, en pleine nature. Paul Stavengard aimait Chulitna. Il s'impliquait activement dans différents groupes. C'était un artiste apprécié qui fabriquait des flûtes. Je soupçonnais Paul Stavengard pour plusieurs raisons. Et le seul argument que mes enquêteurs m'avaient donné à son sujet, c'est qu'il avait un alibi. Mais il n'avait pas de carte bancaire, ticket de caisse ou de restaurant prouvant sa présence à ce festival. Et personne ne l'y avait vu. En m'intéressant à son histoire, ça m'a mis la puce à l'oreille. Et pas qu'un peu. Paul Stavengard venait d'une famille séparée. Il avait eu beaucoup d'ennuis. Il avait participé à un vol à main armée avant de braquer une banque avec ses copains. Un braquage assez important. Il avait eu 2 mariages et il était à présent divorcé et seul. Il avait consommé beaucoup de drogue pendant sa jeunesse. Et ce qui m'intéressait le plus, c'est qu'il avait souhaité se joindre à l'équipe de recherche. Je sais d'expérience que bon nombre d'assassins, notamment les prédateurs sexuels, prennent plaisir à participer aux recherches, et même parfois à être celui qui trouve le corps. Toutes les personnes présentes ce week-end-là ont été interrogées. Même celles qui étaient absentes l'ont été. C'est l'Alaska rural typique. Tout le monde s'entend très bien, mais il y a toujours une personne dont les autres se méfient. Messieurs Stavengard et Berry ne s'entendaient pas bien. On nous a indiqué que le premier avait volé le second par le passé. Il y avait eu un vol d'essence, une association qui avait mal tourné. Notre enquête a révélé que Rick et Debbie détestaient Paul Stavengard. Lorsqu'il a été question de comparaison d'ADN, Paul Stavengard a dit « Non, je ne vous donnerai pas mon ADN. Vous n'aurez pas d'échantillon. » On a demandé un mandat au juge pour fouiller la cabane de Paul Stavengard et pour obtenir son ADN. Je suis resté dehors avec lui. J'ai fait des prélèvements dans sa bouche et même sur son pénis. Puis il a dit « Je peux partir ?» J'ai répondu que oui. Et il s'est éloigné. Pour arrêter Stavengard, j'avais besoin de l'analyse ADN. La police d'État n'a pas assez d'effectifs pour poster un trooper au milieu de nulle part. Il leur fallait une preuve génétique. Le laboratoire a fini par annoncer que son ADN correspondait. Le 13 juin, le tribunal de district a émis un mandat d'arrêt contre Stavengard. Quand on est arrivé à sa cabane, il n'était plus là. Je pense qu'il est parti le jour de la perquisition. Il a dû attendre la nuit, rassembler quelques affaires et pris le large. Avec le recul, comme on dit, quand j'ai parlé à Stavengard, si j'avais su ce que je sais maintenant, en allant frapper à sa porte, je lui aurais soutiré des aveux.
Et j'aurais pas hésité à le tuer. With a small army of state troopers on his trail, troopers say it's only a matter of time before he's caught. Des ouvriers qui travaillaient sur la voie ferrée ont cru voir Paul Stavagnord, bien qu'il se soit rasé la barbe et la moustache, rouler dans un 4x4 rouge, avoir un accident, puis s'enfuir. Le 4x4 a été identifié comme appartenant à Deborah. Il fallait lancer les recherches sur un territoire immense. L'Alaska présente plusieurs problèmes différents. C'est une région totalement sauvage. Paul Stavagnord était tout à fait capable de vivre seul en pleine nature. Il pouvait donc tenir longtemps. On a demandé au pilote du service des gardes forestiers de survoler le secteur. Mais quand un fugitif pas trop stupide entend un avion, il se met à couvert. Il avait l'avantage. On ne savait pas où le trouver. Le 13 juillet, Paul Stavagnord s'est rendu aux autorités. Paul Stavagnord a plaidé non coupable et affirmé qu'il avait agi en légitime défense. Il se trouvait par hasard dans le coin, à jouer un air de flûte si envoûtant, que Debbie et lui ont décidé de faire l'amour, pour ainsi dire, sur une colline herbeuse. À ce moment-là, M. Berry serait arrivé et aurait tiré comme un fou, tuant sa propre femme. M. Stavagnord n'aurait eu alors d'autre choix que de tirer sur M. Berry pour se défendre. Ça aurait pu marcher si les armes avaient été de calibre différent. Là, il y avait un mensonge flagrant. Et beaucoup d'affirmations impossibles à corroborer. Il s'était disputé avec Rick et Debbie. Il savait qu'ils allaient longer la voie ferrée jusqu'à leur cabane ce jour-là. Alors il s'est mis en embuscade. Il a tué Rick, puis Debbie, qui s'est certainement débattue. Puis il l'a traînée jusqu'à la rivière, il l'a immergée, puis sortie de l'eau et mise dans un fossé peu visible. D'après le médecin légiste, Stavagnord a eu alors un acte sexuel avec son cadavre. C'est une espèce d'homme étrange et sadique. My name's Donald R. Tidwell, Jr., and I will never forgive you. That is not in my dictionary. You are evil, you are a murderer. You have no moral conscience. God, have mercy on your soul because you will not get it here. You can't even look at me in the eye, can you? That's all I got to say. Thank you, sir. 2 people died that day. They are innocent people. I've concluded that consecutive sentences are warranted, as I remain concerned that he may well do this again. It's my conclusion that given the nature of the crime, the appropriate sentence as to each count of murder is a 99-year sentence. Il a eu la peine maximale, 2 fois 99 ans pour chaque chef d'accusation. Il restera donc en prison jusqu'à sa mort. Ce qui me soulage, c'est qu'il ne fera pas d'autres victimes. Les gens comme lui méritent d'être exécutés ou enfermés. Ils ne doivent pas se balader dans la rue. On ne devrait pas avoir à s'inquiéter pour sa femme, sa fille.
ses enfants ou sa sœur, des gens comme ça, ils ne devraient pas être parmi nous. Je suis sûr qu'il aurait tué à nouveau, si l'occasion s'était présentée. Il avait tout pour devenir un tueur en série. Les vrais Alaskiens refusent de tuer leurs semblables. C'est pour ça qu'il n'y a pas de peine de mort ici. J'aurais préféré qu'ils soient condamnés à mort. Mais on a obtenu ce qu'on a pu. Cette affaire s'est conclue de la meilleure façon possible. On a fait incinérer Rick et Deb. Ils voulaient que leurs cendres soient versées au-dessus de leur cabane, là-haut, dans la montagne. On y est allé en motoneige et on a répondu.